Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. Avec quelque chose à vous annoncer mon cher, c'est qu'il y a une soirée, la Nuit Blanche La Sueur. La fameuse Nuit Blanche La Sueur qui sera pour Wilder Fury, j'ai oublié la date déjà, mais c'est bientôt. Le 22 février. Le 22 février, voilà. Et UFC Auckland également avec... Dan Hooker contre, quand même, Paul Felder. J'allais oublier. Bref, donc buffet américain illimité, vous connaissez la chanson, c'est Obeyushis Paris. Lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler de, quand même, Yoel Romero contre Israël Adesanya, parce que c'est un combat... Mine de rien, sportivement, ça fait sens. Oui, vous allez voir pourquoi ça fait sens sportivement. Et surtout, on a l'impression que chez La Sueur, il y en a beaucoup parmi vous, parmi nos lecteurs, auditeurs et spectateurs, qui attendent ce combat avec impatience. Bah oui, mais à raison. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, parce qu'en fait, quand on se dit... alors, je crois que c'était le deuxième Romero Whittaker qui avait bidé en pay-per-view de ouf à l'époque. Même le premier, d'ailleurs. Ouais, même le premier. Et c'est terrible, parce que Romero... Mais je pense que c'est parce que Whittaker, en fait, tout le monde le surkiffe, et nous les premiers, mais je pense qu'il ne vend pas énormément, en fait, en dehors de l'Océanie, de là d'où il vient. Et quand Romero est contre des mecs, par exemple, comme Costa, où t'es sûr d'avoir une guerre nucléaire, là, il y a du vrai attrait, parce qu'il faut juste quelqu'un à mettre en face de Romero qui ait une personnalité qui puisse vendre quand elle est en face de lui. C'est pour ça que Costa, tout le monde était en feu, en fait. Et contre Adesanya, c'est un peu pareil. Là, déjà au niveau des personnalités, ça va être un truc de ouf. Et surtout, au niveau des styles de combat, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et surtout pour Stylebender, parce que là, on va savoir. On va vraiment savoir, car oui, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est bien Israël Adesanya qui voulait ce combat, parce qu'on rappelle, Romero reste sur une série de 2 défaites, 3 défaites lors de ses 4 derniers combats, mais c'est pas un petit mais, à chaque... combat, mais c'est pas un petit mais, ces dernières défaites ont à chaque fois été extrêmement serrées. On pense notamment au combat contre Whittaker où il a mis 2 fois knockdown Whittaker et donc qui s'était finalement imposé par décision, et puis le combat contre Paulo Costa où beaucoup, là encore, de nos spectateurs se sont dit c'était un vol, mais bon, on va dire qu'à chaque fois c'était des combats équilibrés. Il a perdu, mais rien d'humiliant pour lui, et il garde toujours, ça aussi c'est ce qui est important, plus grand finalement que les victoires ou défaites, c'est il y a toujours cette image un petit peu de croque-mitaine en français, pour éviter les anglicismes, de la catégorie. Un peu, si vous voulez, toute proportion gardée, comme Ned Diaz qui certes a beaucoup de défaites, mais ça n'enlève rien son talent et son côté, on sait qu'il est dangereux. On sait qu'il est dangereux et qu'il sera dangereux avec grosso modo tout le monde en fait. Ouais. Parce que pour Ned Diaz, t'as un peu, tu sais comment le battre avec quelles armes. Si tu les as, tu peux à peu près te dépatouiller. Pour Yoel Romero, le problème c'est que c'est compliqué en fait. Quel que soit ton background, même si t'es un pur lutteur, là par contre c'est vraiment vraiment chaud. Si t'es un striker, en fait t'es pas du tout en sécurité non plus parce que le mec est un chat grosso modo. Et au sol, c'est du grappling. Il vient de la lutte, il a ces automatismes là et c'est venu très naturellement pour lui. On l'a vu contre Weidman, on l'a vu. Il y a des moments où quand il est en phase de grappling au sol et en contrôle au sol. Le mec, c'est vraiment, t'as les mêmes réminiscences un peu que Brock Lesnar, tu sais, quand il était au sol contre Frank Mir, t'as l'impression que le mec, je sais pas, il se déplace comme un lightweight en fait. Et du coup, le problème c'est que comme c'était que des guerres et que quand c'est pas une guerre, il éclate le mec, et en fait. Et d'autant plus, je sais pas si t'allais le dire après ou pas, mais Paulo Costa, il s'est déchiré le muscle en fait. Complètement, donc, le biceps, donc il est absent pour au moins 8 mois. Et théoriquement, mais il a l'air de revenir assez vite. Donc bon, le truc... non. C'est un peu de flou. Non, surtout que aussi, les gens qui disent effectivement Yoel Romero n'a pas à avoir ce title shot, sportivement on disait que ça fait sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a Adesanya qui est champion, Whittaker qui est numéro 1 dans les contenders, mais qui là donc va faire un don de moelle osseuse à sa fille, donc qui ne pourra pas tenir sa place à l'UFC 248 alors qu'il devait affronter Jared Cannonier. Et en 2, vous avez donc Paulo Costa qui est blessé, et en 3, Yoel Romero. Donc grosso modo, c'était soit Israël Adesanya attendait le retour de Paulo Costa ou de Whittaker, ou alors il restait actif et il affrontait Romero. Ouais, donc voilà. Puis Whittaker, il vient quand même de le mettre KO et vraiment c'était décisif. Donc même si c'est vrai que au niveau il aurait attendu un peu moins longtemps. Ouais. Puis au niveau des classements, même si ça aurait fait sens, Whittaker, ça aurait pas trop de sens. Enfin, quand tu te prends ce que Whittaker s'est pris, c'est difficilement vendable en fait. Donc ouais. Et puis Romero, voilà en fait.
déjà, c'était des décisions extrêmement serrées contre les tout meilleurs de la catégorie. Donc, tu veux que je le prenne? Allez, vas-y. Et donc voilà, déjà c'était des décisions extrêmement serrées, donc en fait c'est difficile de dire qu'il le mérite pas, parce que s'il est capable d'être, grosso modo, c'est un jet de pièces pour savoir à qui on donne la décision contre les numéros 1, 2 et 3 à part le champion, si eux ne sont pas là, c'est plus que logique qu'ils prennent la suite. On sait que ça va faire du spectacle, on sait que en plus de ça, et c'est ce qui fait tout le sel du machin, c'est que c'est un lutteur, alors on l'a vu récemment. Il n'utilise pas énormément sa lutte en fait finalement, Romero. Plus depuis le premier combat face à Whittaker, où justement il avait gazé un peu à cause de sa lutte, et donc ce fameux combat face à Robert Whittaker, le premier où il avait inlassablement essayé de le mettre au sol, il avait jamais réussi, ou quand il y arrivait, Whittaker se relevait immédiatement, et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment, Romero, une prise de conscience finalement pour lui, il s'est dit, ok, quand tu n'arrives pas à envoyer les mecs au sol comme Whittaker, faut rester debout, et c'est là, depuis, tu vois, Luke Rockhold, il est resté exclusivement debout. Face à Whittaker 2, c'était également exclusivement debout, sauf quand il avait réussi à mettre knockdown Whittaker. Et le combat contre Paulo Costa, c'est même Paulo Costa lui-même qui a essayé de mettre takedown. Il a mis knockdown aussi. Mais alors justement, je l'ai rematé il y a 2 jours le combat, et Romero aussi essaye de mettre Costa au sol. Et c'est juste qu'en fait, c'est vrai. Et Costa fait une superbe défense, et d'ailleurs, personnellement, j'étais hyper surpris. Mais en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que j'espère que le camp d'entraînement et que Yoel Romero, justement, remettra l'accent sur la lutte et qu'ils se disent pas, maintenant, je vais plutôt, du coup, rester focus comme les précédents combats sur le combat debout, puisque, visiblement, je fais jeu égal avec tout le monde, et qu'en plus, je mets les gars knockdown alors que c'est les meilleurs de la planète. Mais je pense que ce serait une erreur, parce que la raison pour laquelle il a pas réussi à mettre Costa au sol, c'est parce que Costa est un putain de dos argenté, et que le mec est tellement athlétique et tellement énorme que de toute façon c'est compliqué de le mettre au sol, et il n'a pas réussi. Contre Whittaker, le mec a des déplacements de pareil, encore une fois, du coup, de félin, et il est extrêmement technique, donc c'est pareil, c'est compliqué de le mettre au sol. J'espère qu'il va remettre l'accent sur la lutte, parce que là, pour le coup, contre Adesanya, c'est peut-être là où il aurait le plus de chances de le mettre au sol et de pouvoir capitaliser sur la lutte. Parce que même si Adesanya, on l'a vu, il est capable en clinch, il est technique, et il est capable vraiment de techniquement se sortir des clinches, ou en tout cas de faire jeu égal et de ne pas se faire mettre au sol, en tout cas ça c'est sûr. Néanmoins, contre un mec comme Romero, c'est pas la même limonade. Donc j'espère vraiment que Romero va mettre l'accent dessus, et s'il met l'accent dessus, alors là, ça va être intéressant. Surtout que oui, c'est peut-être pour ça que le combat passionne autant, parce que finalement on a une opposition de style entre d'un côté le meilleur lutteur de la catégorie, sinon de l'UFC. Peut-être, ça se touche avec Cormier, mais on va dire que la différence avec Cormier, c'est que Romero a été champion du monde. Enfin, il a remporté une médaille dans, je crois, chacune des compétitions auxquelles il a participé, et médaille d'argent au JO 2000. Rendez-vous compte, le mec médaille d'argent au JO 2000, et là il va combattre pour le titre en 2020. Enfin, c'est complètement délire. C'est monstrueux. Attends, mais Cerudo, il a été médaille d'or. Ah oui, médaille d'or, autant pour moi. Oui. Pardon. Triple C. Pas Triple C. Et donc oui, et d'un autre côté, le meilleur striker de la catégorie, en la personne d'Israël Adesanya, qui était quand même top 5 middleweight au monde, et qui était parmi les mecs classés également au Glory, et qui a perdu de mémoire, je crois, que 2 fois en kickboxing, enfin, ou 2 vraies défaites en kickboxing, le KO face à Alex Pereira, où il dominait avant, et une décision face à Wilnis, exactement, face à Wilnis, où là encore, c'était une décision, un peu... Personnellement, j'étais à 100% pour une décision d'Adesanya, parce qu'il y a des split décisions, genre Whittaker Romero, tu te dis c'est chaud. Pour avoir rematé le combat Wilnis Adesanya, franchement Adesanya domine. D'ailleurs, après c'est une des critiques qu'on peut faire au kickboxing, c'est vrai que souvent quand c'est hyper serré, c'est un peu et puis qui est-ce que l'organisation veut faire monter aussi. Ouais, voilà. Ce qui est quand même étonnant, parce que entre Wilnis et Adesanya, au niveau personnalité, niveau après Wilnis est américain. Exactement. Et établi évidemment dans la catégorie. Bien, mon cher Rust. Ceci étant dit, ce qui est aussi intéressant, c'est comme vous l'aviez dit avec beaucoup de justesse, ça va pas être la même limonade contre Romero, parce que oui, Adesanya, c'est pas du tout une critique que je vais faire à notre cher Adesanya, au contraire qu'on apprécie beaucoup chez la Sueur, mais c'est vrai que dès qu'il est arrivé, l'UFC a beaucoup apprécié son style et le fait que ça allait être une superstar. D'ailleurs, quand il est arrivé, il y avait un article de la Sueur qui disait que ce gars allait être champion dans quelques mois, enfin voilà. Et forcément pour l'UFC, un peu comme à la manière de Conor McGregor, il faut protéger un petit peu ses joyaux et pas directement les mettre dans le dur. Et Adesanya,
justement, on avait vu contre Vettori que ça avait été assez compliqué pour lui. Et depuis, il y a eu Tavares dans ces styles un petit peu là de lutteur, mais qui a pas la même spécialisation qu'un Vettori, et Derek Brunson qui là aussi est un lutteur, mais là encore, on sait que il utilise plus tellement sa lutte aujourd'hui. Il est dans une partie de sa carrière où il sert plus de gatekeeper plus qu'autre chose. Et donc là, face à Romero, qui là encore, on l'a dit, ne sert plus spécialement de sa lutte aujourd'hui, mais un mec qui a vraiment le pédigré et qui va pouvoir dire, et je pense qu'à mon avis, ses coachs, ils ont vu le combat contre Vettori, ils se sont dit, si Vettori a pu faire ça, Israël Adesanya, parce que c'était décision partagée, je crois, ouais, et que ça avait été très compliqué pour Adesanya, c'était un combat quand même de 2008, donc il y a pas si longtemps que ça, 2018, pardon, il y a pas si longtemps que ça, ils peuvent se dire, ok, on a tout intérêt à nous aussi utiliser notre lutte, et surtout que bon, si Vettori fait ça, on pense qu'avec un bon camp d'entraînement et tout, il y a moyen aussi de s'en servir. c'est vrai. Après, l'inconnu qu'il y a en plus, c'est que Vettori, il a fait un gros combat et vraiment, il a gêné Adesanya de dingue. Mais c'est pas le même type de lutte. Et Yoel Romero, il est beaucoup plus dans une lutte explosive et que n'a pas encore connu Adesanya. Parce que ce soit Bronson, Vettori ou Tavares, mais qui est même pas un lutteur, je crois, de métier en fait. Donc il aura jamais, Adesanya n'aura jamais rencontré un mec qui lutte de la même manière. C'est-à-dire, c'est même pas au niveau du pédigré, c'est de la même manière que Romero. Quelqu'un qui est capable d'exploser après avoir fait un 1-2 ou un truc comme ça, il est capable de venir exploser dans tes jambes en te chopant la cheville ou des trucs qui sortent vraiment de nulle part et qui sont difficiles à voir venir. C'est pas du chain wrestling nécessairement, c'est vraiment, il va t'exploser en pleine figure et avec une puissance et une furie et une technique qui est difficilement arrêtable. Et ça, c'est encore du jamais vu pour Adesanya dans sa carrière, c'est clair, et énorme respect parce que c'est pour ça qu'ils veulent faire. Mais vraiment, il y a une question, comme dirait Paul. C'est pour ça que ce combat intrigue tant, passionne autant. Je pense qu'on a fait le tour sur cette early preview, parce que c'est vrai que il n'y a pas grand chose à dire de plus pour le moment. On reviendra bien évidemment sur ce combat, mais en tout cas, énorme bravo à Israël Adesanya pour vouloir ce fight, parce que là, clairement, là aussi, c'est la plupart des gens qui disaient que oui, Adesanya est protégé, ceci, cela, s'il bat Romero, on peut plus rien lui dire, et surtout s'il le bat de manière convaincante, parce que c'est vrai que Romero est habitué, on en parlait précédemment, aux décisions un peu litigieuses. S'il arrive à le battre de manière convaincante, à part dire ok, il reste Costa, et c'est même ce que Dana White avait dit, hein, ensuite il y aura plus grand chose. Ok, vous pourrez dire oui, il y a Jared Cannonier qui arrive, il y a Hermansson qui va peut-être revenir lui aussi, mais bon, c'est une classe en dessous. Et puis t'as les open-comers, t'as Edmen Shabazian, et t'as aussi j'ai regardé, je me suis fait, je sais pas, un binge drinking de un Ouzbek qui monte, il s'entraîne chez Mayweather d'ailleurs. Oui, Mahmoud Maledov. Ouais, c'est chier. Je me suis dit ce matin, parce que c'est pas Armedov, parce que j'avais tapé Armedov et c'était pas ça. Mahmoud Mouradov, voilà, c'est ça. Mouradov. Ouais, sûr et certain. Okay. Mahmoud Mouradov. Et voilà, il y a des mecs qui vont venir, qui sont très techniques et hyper intéressants, donc Edmen Shabazian et lui. Mais le temps qui monte, il y aura un vide en fait, il y aura un creux. Ouais. Et pour le protégé de Mayweather, j'attends un petit peu, parce que c'est vrai que là, il éclate des mecs, regardez, j'ai dit le protégé de je crois. Ouh, le protégé de Mayweather, ouais, j'attends quand même de le voir face à un mec de talent, parce que c'est vrai que là, il est sur une série de victoires impressionnantes, je crois que c'est 12 ou 13, mais il a déjà 5 défaites quand même, au sol, on sait que c'est un petit peu plus compliqué pour lui, et là, pour l'instant, ils essayent un peu d'en prendre soin, d'ailleurs, Mayweather qui a dit que c'était le meilleur combattant de MMA au monde. Bien sûr. Voilà. En tout cas, l'avenir s'annonce radieux. Ouais. On remercie MyProtein. Voilà. Ouais. Oui. Non, j'allais dire, voilà, pour le code promo qui est de 38%. 39%. Non, 46, non? 39 maintenant. Ah merde. 39% désormais. Et oui, ça évolue au fil des épisodes. Et donc voilà, désormais 39%. Dépêchez-vous avant qu'il repasse à 38. Et puis on remercie également, évidemment, Jetronomy, le sponsor historique de la semaine. Voilà, des savons artisanaux, local, made in Marseille, c'est fait, bien fait et avec amour. Exactement. Et le patron de Jetronomy est une perle. On ne le dira jamais assez. À la prochaine. Swear.